Salut, c'est Vivant la nuit. Ce soir, j'ai envie de te parler du dessin qui est un art que je méconnais pas mal, peut-être comme toi. Si c'est le cas, je t'invite à écouter la suite. Je parle avec un dessinateur de BD, Cory Akin, qui me raconte sa vision de l'art du dessin et toutes les transformations qu'il a subies. Il m'explique à quel point tout le monde sait dessiner, qu'il est plutôt question d'imagination que de technique. Je pense que je lui enverrai mon meilleur bonhomme en bâton à la diffusion de ce podcast pour qu'il me donne son avis, rien n'est perdu visiblement. Pour te présenter rapidement Cory Akin, c'est un homme qui a toujours 10 ans, auquel il ajoute 50 ans d'expérience, et c'est surtout un espagnol. Alors c'est pas si grave sur le papier, sauf que ça le rend extrêmement expressif. Il parle avec ses mains beaucoup, il a eu quelques griefs avec ma table, je crois, qu'il a tapé fréquemment pendant l'enregistrement. J'ai essayé de limiter la casse au maximum, je suis désolée si ça te gêne de temps en temps, mais il n'était pas question de ne pas publier ce podcast parce que je l'ai trouvé hyper intéressant, hyper riche en culture et en savoir. Je te publierai la deuxième partie de cette soirée dans les jours qui viennent. Il te racontera son parcours, de son premier dessin d'un camion de pompiers à aujourd'hui plusieurs BD éditées et une carrière aussi diversifiée que passionnante. Je te laisse avec lui. La première question que je voulais te poser, c'est pour toi, c'est quoi le dessin ? Comment est-ce que tu définirais le dessin ? Alors, la question est à la fois très solide parce que elle habite les gens sans qu'ils aient vraiment de réponse. Ils préfèrent répondre que le dessin est un don, que ça appartient à très peu de gens. Moi, je pense exactement le contraire. Je pense que les humains, naturellement, ont cette expression innée de dessiner et de dessiner, de sculpter. Et ils interviennent sur une matière qui est inerte, un bout de rocher avec un morceau de charbon de bois, un bout de papier, enfin n'importe quoi, n'importe quel support, et ils dessinent. Les humains ont toujours eu besoin d'avoir des représentations figuratives à leur proto-religion, à leur discours, à leurs explications aussi. Et on dessine naturellement, on est tous dessinateurs, en fait. On est tous dessinateurs. Ceux qui dessinent plus précisément que les autres, pour pas dire mieux que les autres, c'est ceux qui ont voulu apprendre comment ça fonctionnait. Mais ça fait partie d'un sens naturel, je crois, moi, le dessin. Tu penses qu'on a tous la capacité de s'imaginer quelque chose et de le poser sur papier ? Oui, la problématique, c'est d'arriver à apprendre à dessiner avec sa pensée plutôt qu'avec sa main. La pensée, elle est mouvante. Quand quelqu'un qui ne dessine pas décrit un dessinateur ce qu'il veut, il a 1000 images dans la tête, il n'en a pas qu'une. Le boulot du dessinateur, c'est de la fixer. Donc la grosse différence, c'est le fait d'apprendre à avoir une vue hyper synthétique pour après pouvoir la transposer sur papier, tu crois ? Ouais, ça c'est quand t'es ceinture noire. Mais juste avant, ta problématique, c'est de dessiner ce que tu vois. C'est plus complexe que ça n'a l'air, parce que d'abord c'est rassurant. Tu dis j'ai pas à imaginer, j'ai juste à regarder et retranscrire. Et finalement, ça t'aide énormément quand tu commences à dessiner. Et puis tu commences à pervertir ton sujet avec un verre d'eau clair sur une nappe blanche et putain, mais qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Si t'as qu'un malheureux crayon pour le faire, ou si t'as un peu de craie blanche sur un papier noir pour le faire, qu'est-ce que tu vois vraiment ? Et cette première analyse-là, elle est très cérébrale. C'est pas tellement la main. La main, c'est une main de pianiste, c'est-à-dire que tu commences le lundi à dessiner, le vendredi, le samedi, ça va, tu commences à savoir faire des ronds parfaits, des carrés corrects, etc. Tout ce qui concerne le sens des proportions, la préhension des perspectives, c'est un peu comme des étages à révélation. Ah, putain, merde, la perspective, c'est juste ça, alors c'est une ligne qui passe à la hauteur des yeux, où on met un point de fuite, bah oui, c'est juste ça. Mais seulement ça a pris 35 000 ans pour être décrit. Ça a été formidablement décrit dans le XIVe siècle italien, où les mecs ont dit, tiens, arrêtons de coller les carrelages contre les murs pour faire croire que c'est du parquet. Essayons de comprendre comment fonctionne une vue en 2D qui donnerait l'impression d'être en 3D. C'est cette course. C'est d'ailleurs très révélateur du génie humain, ça. L'histoire du dessin est complètement cohérente avec l'histoire des civilisations et de l'intellect, de l'élévation de l'intellect des hommes. On a commencé à dessiner avec ce qu'on avait, puis on a raffiné les outils. On est passé à la couleur, on est passé à des pinceaux, on est passé à des supports hallucinants. On a préparé les toiles qu'on connaît du XIVe siècle italien, qui sont l'aboutissement suprême de l'état de je sors des grottes et je dessine des choses que tout le monde peut comprendre. Ça a pris quand même pas mal de temps.
Cet état-là, il est dû au fait qu'on a su poncer correctement des planches, mettre des apprêts plâtrés dessus pour pouvoir dessiner. Parce que toutes ces toiles sont en bois, elles sont en toile. La toile, c'est un truc vachement récent. Et pour toi, il n'y a pas de part de don là-dedans. Ça repose. Non, je crois le don, ça existe pour plein de trucs. Alors certainement pour le dessin aussi, mais quand on fait le classement des musiciens les plus géniaux des 500 dernières années, quand il y en a 4, c'est super déjà. En dessin, quand il y en a 5. On les connaît tous, hein. C'est des gens qui font partie de l'encyclopédie, qui ont le don d'appréhender correctement la figuration de leur pensée, ce que leur pensée leur raconte précisément. Ils figent une image complète, ou ils la font même tourner à 360 degrés. Tu imagines une statue, tu la dessines d'abord avant de la sculpter. Et quand tu l'as imaginée, tu l'imagines en 3D. Tu fais bien avant les ordinateurs tourner ta statue dans ta tête et tu décris très précisément l'arrière d'une main, la façon dont une étoffe se casse sur un coude, comment ça se passe si tu te déplaces de 10 degrés, de 15 degrés. Le don, il est plus sur l'analyse de la réalité et de la mentalisation du truc que dans la retransmission. Le gros de l'enseignement du dessin, quand tu en fais le bilan après que tu l'aies subi, c'est de certainement avoir compris qu'il faut beaucoup penser avant. Et ça, c'est un véritable outil. C'est un outil parce que tu te rends compte qu'un dessinateur qui a l'habitude de faire cet exercice, il est témoin de quelque chose, il rentre dans une pièce, on lui demande de le dessiner, et ben tout à coup, il a enregistré, lui. C'est un pouvoir qui est chez tout le monde, mais comme c'est une discipline qui te permet de le faire avec de plus en plus d'aisance, tu découvres que finalement, ce que tu vois et ce que tu transcris, c'est que des formes primaires et après des textures. Donc tu apprends à faire d'abord une peau de pêche, après tu apprends à faire une boule de pétanque bien brillante et bien chromée. Tu te poses des questions sur la transparence d'un verre et à la fois son effet miroir, parce que toutes les fenêtres de la maison se reflètent dedans. Ouais. C'est cette compréhension-là qui te permet de dessiner. Après, l'habileté, c'est un truc qui se développe, ça. Ouais, l'habileté, il suffit de donner à un dessinateur qui dessine stylo bille. Un jour, tu lui offres un pinceau très fin, en poil de marque, avec de l'encre, de Chine, etc. Ça va être un cauchemar pendant 3 jours. Mais au bout d'une semaine, il va faire des choses qu'il faisait pas avec son stylo. La perfection du trait, et la volonté d'avoir une perfection dans le trait, elle est liée complètement à la technologie de l'outil. Dessiner, c'est plus un problème d'outil. Maintenant, c'est génial. C'est plus un problème d'outil. C'est un problème d'imagination et de maîtrise. Mais tout le monde a l'imagination, la maîtrise, on peut l'acquérir. Donc, c'est pas un pouvoir. Je crois pas que ce soit un pouvoir. On me l'a souvent dit, ça, quand je dessinais, tu te rends compte, t'as ce pouvoir-là, tu devrais faire des choses vachement plus profonde, etc. C'est le moyen de communiquer avec les gens. Ouais, c'est un moyen universel en plus. Pour le coup, il n'y a pas de barrière de langage. Quand je me balade à l'étranger, je me balade avec un carnet et quand je cherche les toilettes, je les dessine et je les trouve. J'ai pas besoin de me faire chier autrement. Pendant des années, maintenant j'ai un téléphone, mais avant je faisais ça. Une fois, j'ai rencontré des Croates dans un avion qui savaient pas faire la différence bœuf ou poisson. Je me suis rendu compte que j'ai mijoté un peu avant d'intervenir, puis j'ai dessiné un bœuf sur un bout de serviette et un poisson, et j'ai demandé à la dame de me montrer. Elle a dit poisson, hop, c'était réglé. Ouais. J'ai gagné une coupe de champagne ce jour. Donc voilà, le pouvoir se limite à ça. Le pouvoir se limite à ça. Tu vas plus vite parce que c'est une expression instinctive que tu maîtrises et cette maîtrise, encore une fois, moi j'ai passé ma vie à dessiner. Mais les premiers dessins dont je suis sûr que j'ai décidé d'un sujet et que je l'ai abouti avec toute l'humilité que ça comporte, c'est un camion de pompier vu de profil fait par un enfant de 4 ans. Mais n'empêche, c'était déjà la certitude que ce que j'avais dans la tête ressemblait à peu près à ce que j'avais dessiné. Alors, j'étais loin du compte, mais la démarche était là. Et une fois que cette démarche-là est imprimée, ça y est, ton mécanisme est en route, cette machine qu'on a tous est en route, et tu te mets à dessiner avec un sens de l'observation que tu vas aiguiser, que tu vas maîtriser, que tu vas disséquer. Je pense toujours à ce dessinateur fabuleux qui s'appelle Moebius. Il disait qu'il adorait dessiner des personnages bien campés par terre, et c'est pas si simple, sur une bête ligne d'horizon qui symbolisait le désert. Et ils ont vraiment l'air d'être par terre. Alors, je l'ai vu dessiner souvent et ça prenait 15 secondes. Ouais. Ça prenait 30 ans et 15 secondes. C'est juste ça. Et puis après, il y a tout le reste, il y a l'émotion. Ouais, justement, en parlant de ça, du coup, tout à l'heure, on parlait du côté langage universel. Du coup, avec n'importe quel dessin, tu peux parler à peu près l'entièreté de la population. On dit que la musique aussi, c'est un langage universel. Mais pour moi, en tout cas, il y a une grosse différence entre les deux. C'est que le dessin, il va servir à représenter quelque chose de réel, là où la musique, elle va faire appel à des émotions, à des sensations, etc., qui du coup dépendent du référentiel propre à la personne, tu vois. Moi, telle note va m'évoquer telle émotion parce que probablement je l'ai entendue quelque part à tel instant de ma vie et du coup ça reboucle là-dessus, alors que le dessin, c'est une forme plus pure, je trouve, de communication. Alors, tu as dans la tête un dessin qui est figuratif, mais c'est un fabuleux catalyseur d'émotions aussi, le dessin là. Une grande partie de la peinture qu'on a connue au siècle dernier, c'était l'idée de faire ressentir les choses plutôt que de les voir en les comprenant. Le tableau de Guernica est un tableau affreusement dessiné parce que
ce qu'il décrit est affreux, ça n'a pas besoin d'être bien dessiné. Ça a besoin d'être affreux parce que ça colle exactement au sujet. Le dessin, il a servi très longtemps à illustrer, pour se faire comprendre auprès de tout le monde, parce qu'une grande partie de la population ne savait pas lire. Okay, donc c'était vachement facile de raconter que tu étais boucher et d'avoir une tête de bœuf dessinée sur une pancarte au-dessus de ta boutique, parce que si tu savais pas lire, et tu savais pas lire le mot boucherie, et voilà, tu comprenais. T'avais l'ambiance. Voilà. Et donc je pense que ça a démarré comme ça, mais c'est un pouvoir, c'est vraiment comment ils disent les Américains, les abilities. C'est une espèce d'aptitude qui est commune à tous les humains. Tous les humains savent faire ça. C'est sûr, tous les humains savent faire ça. Après, ça se développe, comme tous les humains savent siffler et à peu près écouter le son d'un oiseau et le refaire, et l'imiter. Mais à un moment, il y a des gens qui ont dit, tiens, si on disait que c'était des notes, tiens, si on écrivait ça, et si on appelait ça partition, et si on pouvait le refaire avec un instrument, tiens, j'ai trouvé un instrument, sous dedans, ça fait le son, tiens, quand je touche une corde, ça en fait un autre. Le dessin, ça s'apparente un peu à ça. On a commencé à savoir très bien dessiner quand la technologie s'en est mêlée. Quand on a pu avoir les meilleurs pinceaux, les meilleurs crayons, et puis un jour les meilleurs ordinateurs et les meilleures façons d'aller un peu plus loin dans la représentation. Le dessin a une fonction. Il y a une fonction dessin qui nous habite dans notre vie urbaine. On est entouré de dessins et de pictogrammes qui nous racontent qu'il faut pas traverser, où est le métro, attention, il y a un escalator. Tous ces dessins-là, c'est des signaux presque, avec en plus l'idée que ça puisse être internationalement lu de la même façon. D'ailleurs, ces dessins n'ont pas été accouchés du jour au lendemain. C'est des dessins qui ont évolué, qui sont perfectionnés, qui sont épurés. Ils sont pas arrivés du jour au lendemain. Ils ont été peaufinés, redessinés, stylisés. Et en parlant justement du fait de styliser les choses et de le faire de manière très instinctive et tout, il y a beaucoup d'applis, tu sais, maintenant qui existent, type l'appli Procreate, par exemple. Je sais pas si tu connais. Non. C'est une appli surtout sur iOS, sur tablette, qui te permet de faire un rond à l'arrache et l'appli va te le refaire en étant un rond parfait, faire des triangles, tu les fais à l'arrache et ça te les recalibre en triangle isocèle et collatéraux, ce que tu veux. Toi, t'en penses quoi de ça? Parce que il y a un peu cette idée d'impureté de l'art, de machin, un peu comme les samples qu'on peut utiliser dans la musique, tu vois. Oui, je comprends. Mais alors après, je sais pas ce qui compte. Est-ce que c'est l'héroïsme du dessin parfait et du travail, de la qualité de maître qu'a pu avoir ce mec qui a fait cette courbe absolument parfaite avec un pinceau. De la technique un peu ancestrale, machin. Mais pour le coup, est-ce que c'est pas le résultat qui compte? Quand les tablettes numériques sont arrivées, il s'est avéré qu'une partie des dessinateurs ont eu un petit peu de mal à se convertir à ça, parce que dans certains logiciels de graphisme, le coup de pinceau que tu aurais raté sur un papier, là tu vas le réussir. Parce que le soft va recorriger ta courbe pour le rendre pur, et tu peux même le doser, ça, de 1 à 100. Tu te mets à dessiner avec un peu moins de tension. Alors, qu'est-ce qui est important maintenant? Est-ce que ça veut dire que celui qui n'a pas appris à faire une courbe parfaite ou un rond parfait avec un pinceau a tout à coup accès à un joli rond qu'il n'aurait jamais pu avoir? Je sais pas si c'est ça qui compte, parce que on communique pas avec les mains, on communique avec l'esprit, et l'esprit a une très belle image en tête. Une fois qu'elle est réalisée, la méthode qui permet de la réaliser, je sais pas si ça a autant d'importance que ça. C'est toujours l'héroïsme qui est la question. Est-ce que l'idée d'avoir travaillé pendant des années pour faire des dessins purs, je pense toujours, quand je parle de ça, des estampes japonaises qui sont faites avec très peu de couleurs et très peu de choses. Une courbe de cuisse, un genou très bien fait, avec le minimum de choses pour te la raconter. Le reste, enfin, ce dessin-là, c'est l'héroïsme, voilà. Mais bon, si t'as un soft qui te fait ça tout propre, alors que l'idée de ce que tu dessines est la même que celle si du tu maître, l'avais fait avec ton crayon. Que celle du maître. Moi, j'ai jamais su vraiment trancher ce qui était bien. Je sais que maintenant, plein de dessinateurs essayent dans leur bande dessinée de refaire des planches sur papier avant qu'on dessine, etc. Et les éditeurs se pâment toujours autant. Quand on prend des gens qui savent pas dessiner dans des ateliers, qu'on les fait dessiner pendant 15 jours, le 15e jour, ils font des choses qu'ils soupçonnaient pas pouvoir faire. Enfin, apprendre à dessiner, c'est pas tout à fait ce que tu as fait. Tu leur as appris à regarder, tu leur as appris à avoir une image clean de ce qu'ils veulent représenter. C'est d'ailleurs après là où les gens s'aperçoivent de la limite de leur imagination et de l'ambition de leur imagination. Est-ce qu'ils veulent dessiner des choses pour surprendre les gens et faire des choses folles, ou ils veulent juste représenter des choses que tout le monde va reconnaître et qui sont finalement un peu moins ambitieuses, mais que tout le monde reconnaît effectivement. Quand tu dessines, ton vrai challenge, c'est d'essayer d'être un bon dessinateur technicien. Voilà.
Mais une fois que tu as intégré cette maîtrise-là, tout l'intérêt, je fais un parallèle avec ceux qui font des jeux vidéo, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on imagine un monsieur dont le nez devient une ampoule, qui court partout dans des réseaux électriques, tout à coup ça devient un jeu, et tout le décor qui va avec, n'a plus de limite. Mais ils l'ont pas dessiné, ils l'ont fait avec un ordinateur. Par contre, la technique, le protocole de pensée est le même. Tu imagines une chose, tu tournes un peu autour mentalement, tu fais tourner ta pièce dans ta petite tête, tout à coup tu choisis l'angle qui sera le plus efficient pour raconter ce que tu as raconté, tu le trouves en plus, c'est génial, tu le trouves. Tu le cherches encore toi aujourd'hui? Moi, le dessin a toujours été un peu difficile. J'ai jamais dessiné facilement. Moi. J'ai toujours, ça m'a toujours demandé une concentration à 110% pour faire ce que je fais. Je fais quand je griffonne pour amuser les copains, c'est un dessin à 2% de. Oui, c'est pour le kiff du moment. Ouais, c'est pour le kiff du moment. Et puis après, il y a un calibre. Avec un dessin moyen, t'es le meilleur dessinateur de ta classe. Avec un dessin un peu meilleur, t'es le roi de ton quartier. Puis un jour, bah, tu te rends compte que ceux qui dessinent et qui parlent au pays, par exemple, qui sont des dessinateurs de presse, etc., putain, c'est pas le même calibre déjà. Eux, ils dessinent encore mieux que toi. Et leur façon de faire est meilleure, pas souvent parce qu'ils sont plus habiles. J'ai un prof qui m'avait dit ça d'ailleurs. Il m'avait dit, t'es vachement habile. Ouais, tu es habile. Mais alors que moi, j'avais basé toute ma science à être le plus habile possible. Prendre un rotring 02 pour faire une page complète où j'évoquais les arbres, feuille par feuille, etc. Mais oui, c'est super, t'es très habile. Voilà, ça c'est arrivé. Bon, maintenant on va passer au dessin. On va essayer de passer à un truc beaucoup plus intéressant. T'es pas en train de raconter que tu sais bien dessiner, t'es en train de dessiner. Et c'est ça qui prend du temps, comme les peintres, comme les sculpteurs. Ça prend du temps pour être tellement technicien que tu l'oublies. Parce que t'es bon dessinateur, tu peux être bon sculpteur. Alors, si t'es bon sculpteur, t'es de toute façon bon dessinateur, ça c'est certain. Okay. Après, être bon dessinateur, ça va dépendre. Voilà. Ça va dépendre un peu de ce que tu veux faire. La sculpture, ça a toujours été, en école d'art, c'est toujours le summum. C'est toujours les mecs qui sont les plus, tu sais, il y a une certaine noblesse à sculpter, etc. Alors, sculpter, c'est pas un truc facile parce qu'encore une fois, t'as 360 degrés dont tu dois t'occuper. Là, quand tu tournes un peu dans les musées et que tu tournes autour des statues, tu te rends compte que tu regardes le facing d'une merveilleuse statue parfaite, gréco-romaine par exemple. Voilà, c'est le style qui parle à tout le monde. Quand tu te tournes et que tu vois le dos avec une cape qui tombe, etc., tu te rends compte que le mec, il a bossé vachement autant sur la cape qui descendait que sur ce que tu es en train de voir. Que sur le regard qui te suit ou qui... Et qu'il y a bien l'ongle sur l'orteil, que le petit orteil est légèrement recroquevillé, que c'est vachement bien foutu, alors que tu le regardes presque pas, ça. T'as un message souvent dans les statues que je trouve plus difficile à gérer. On va pas facilement, quand on sait très bien dessiner, on va pas facilement vers la sculpture parce que pour le coup, là, c'est plus ceinture noire. C'est 10e date pour le coup. Là, t'as besoin d'être vraiment très fort parce que tu peux pas faire d'erreur sur ce matériau. Un pouce trop enfoncé, c'est la galère à rattraper. Une étoffe qui donne l'impression d'être lourde et plâtreuse et pas fine, machin, c'est la galère à rattraper. C'est compliqué. En dessin, c'est vachement facile. C'est vachement facile. Faire une cape avec des plis en soie ou faire une cape avec un tissu qui est en bure, c'est un trait, c'est juste un trait puis une ombre, mais quand t'as compris que t'as ressenti. Quand tu fais plus que le ressentir parce que tu le touches et que tu le fais vraiment, ben la lourde étoffe de laine et la fine étoffe de satin, elle a pas du tout c'est pas du tout le même geste qu'il faut faire. Et encore une fois, il y a un côté irrémédiable dans la sculpture. Tu te plantes sur un dessin, tu gouaches, tu reprends au noir, tu coupes ta feuille et tu refais un petit morceau. Quand tu sculptes, putain, tu prends un risque important et tu prends le risque que tout le monde le voit. Parce que bizarrement, dans la sculpture, autant dans le dessin, on peut trouver il y a des dessinateurs avec plein de styles. Il y a un dessinateur fabuleux qui s'appelait Reiser, qui dessinait, il aurait pu dessiner presque avec les pieds. C'était, ou comme Corto Maltese, tiens, Corto Maltese du Beauprat, c'est plus une écriture qu'un dessin. C'est toujours des dessins très sobres, très simples, très minimalistes, merveilleusement bien faits, hein, mais très minimalistes. La sculpture, si c'est mal fait, quand je dis mal fait, c'est si c'est fait de façon maladroite ou mal foutu, vraiment mal foutu, tout le monde le voit. Voilà. Autant un mauvais dessin peut passer pour certains comme un truc correct, valable, autant une sculpture, t'es à un autre niveau de rendu. Est-ce que tu penses que dans le dessin, du coup, étant donné qu'on a un décor, qu'on a une colorisation, qu'on a des ombres, qu'on a peut-être plus de choses sur lesquelles porter son regard et que du coup on va peut-être moins s'attacher aux détails versus la sculpture qui existe en tant que telle, sans rien autour et qui du coup fait qu'on s'attache peut-être plus à ce genre de détails et que c'est plus compliqué? Alors, on donne une idée de la sculpture qui est un peu
un peu superficiel dans ce que je raconte là, parce que il y a un monsieur qui s'appelait Bernini, un sculpteur baroque. Il est très connu pour des scènes où, par exemple, une jeune femme est en train d'être enlevée par quelqu'un, et le détail qu'on voit le plus souvent, c'est ses mains qui s'incrustent dans ses cuisses et dans ses fesses. Voilà. Il est évident, alors tu vois les étoffes voler, tu sens les muscles tendus. Ouais. C'est un peu comme si on avait photographié un instant, mais cette statue raconte ce qui s'est passé une seconde avant ou 2 secondes avant, et raconte ce qui va se passer quelques secondes après. C'est pas que contemplatif, c'est aussi une histoire. Dans le dessin, effectivement, on a toujours ce truc-là. On a beaucoup plus souvent ce truc-là. Le dessin te raconte une histoire. Dans Canto Maltese, il y a des cases où il y a que des mouettes qui volent. Ça te raconte l'intervalle temps et pratiquement le bruit des vagues. De voir des mouettes mal faites en 3 coups de crayon dans un grand carré blanc, ça t'évoque qu'il y a sans doute du vent, qu'il y a sans doute des cris des mouettes, et qu'il y a sans doute le bruit des vagues. Ça raconte tout le temps quelque chose. Ça raconte toujours quelque chose. Et du coup, le style de dessin influe là-dessus. Par exemple, quand on voit des dessins animés qui sont un peu plus freestyle, un peu les Simpsons, les Rick et Morty, les Family Guy, etc. Le style de dessin, pour le coup, est moche. Enfin, on n'est pas dans de l'esthétique, on n'est pas dans de la recherche de l'artistique. Ouais, mais c'est devenu un canon. Okay. Ça a commencé Matt Groening, qui fait Groening, qui fait les Simpsons. Il a commencé à faire des affiches où c'est des affiches qu'on voyait dans les sociétés où on disait attention à pas vous blesser, portez des lunettes sinon vous allez vous cramer les yeux si vous utilisez cette machine, prenez des pompes avec une coquille sinon vous allez vous écraser le pied, etc. Lui, il a commencé par faire des choses comme ça. Il faisait des lapins dans des bureaux complets. Enfin, il prenait un lapin à la place d'un mais aussi moche que possible, parce que le message c'était essayez de pas vous isoler dans votre travail, mettez des boules de caisse sinon vous allez vous faire mal au tympan, etc. C'était des dessins humoristiques, mais qui avaient une mission, c'était d'informer les gens sur la prudence qu'ils devaient se consentir pour pas se blesser ou s'abrutir au travail. Mais le dessin était pas foncièrement beau, hein, il était moche. Et ensuite sont venus les Simpsons, du même auteur, qui a édité complètement une école, un canal de dessin où les personnages étaient simplifiés à l'extrême et pas forcément beaux. Les yeux démesurés, globuleux. Là. Et c'est devenu un code, ça. Ça n'était pas au départ. C'est devenu un code, comme Morty et son pote. Là. C'est des codes. Il y avait des dessins aussi de 2 personnages abominables il y a une vingtaine d'années, très mal dessinés, des espèces de punk qui passaient leur temps à mettre des briquets sous des aérosols de lac pour faire des flammes, et ils riaient comme des cons. Voilà. C'était les dessins les plus affreux du monde. Les plus affreux du monde. Et effectivement, ça servait bien le discours, le propos. Comme en bande dessinée, il y a eu un moment, on appelait ça la nouvelle BD, la nouvelle bande dessinée, où elle avait plus du tout besoin d'être bien dessinée, parce que l'objectif, c'était de faire du roman, en fait, de te raconter. Je me rappelle d'un bouquin chez Casterman, qui doit faire à peu près 258 pages, où on a un mec dans une piscine, c'est tout, qui nage et qui pense. Renonce à l'idée que ta caméra doit être vachement bien placée pour raconter un truc important, parce que lui, il fait que penser. Il nage et il pense. Est-ce que c'est plus ou moins artistique, ce type de dessin-là, parce qu'il y a une réflexion derrière, mais moins de technique ou moins de diversité dans la technique, versus un Reiser? Ouais, Reiser, ouais. Moi, je sais pas. Il y a effectivement un langage qui voudrait être un petit peu teinté vieux con, en racontant que dessiner des cavaliers à cheval dans une grande prairie, qui sont tous habillés, machin. Quelque part, c'est une noblesse peut-être plus intéressante. Et encore, je mesure mes propos parce que on parlait de Reiser qui est un dessinateur qui nous a quittés dans les années 80, qui a fait Harakiri, Pilote, etc. Ce mec dessinait effectivement comme un chat, mais la force de ce qu'il racontait, l'humour qu'il trimballait là-dedans était tellement merveilleux que ça n'aurait pas eu besoin d'être mieux dessiné, en fait. Par exemple, Handicap, j'avais vu Franquin il y a quelques années à Angoulême, qui faisait une petite conférence sur le dessin. En fait, tout le monde était en train de lui serrer les pompes, parce qu'à cette époque-là, c'était un des meilleurs dessinateurs du monde. Et c'est vrai, c'était un des meilleurs dessinateurs du monde. C'est Gaston Lagaffe, Spirou, il est noir. Il était vénéré pour son habileté au pinceau, mais vraiment son habileté. C'était hallucinant de voir à quel point la démarche de Gaston Lagaffe était empreinte de tout ce que racontait, de ce qu'il vivait lui. La lassitude, la fatigue surtout, mais bon, de temps en temps, un petit peu de dynamisme et un petit peu de mouvement. Et il disait, vous savez, vous êtes tous en train de saluer ce que je fais, je vous en remercie, c'est bien mignon, ok. Mais Handicap, on aurait pu le faire avec des tampons.
C'est-à-dire qu'on aurait pu éditer 150 dessins une bonne fois et faire 8000 albums avec, parce que c'était ce que ça racontait qui était intéressant. On voyait en fait ce mec toujours marcher de dos, parler de profil, pratiquement uniquement, et être dans des bars en train de boire de la bière accoudé. Là, t'avais pas besoin d'être très grand dessinateur pour le faire. Tout l'univers qui te ramène là-dedans fait qu'on peut vite se l'approprier, parce que le dessinateur dessinant si simplement, t'as l'impression que c'est touchable, que c'est quelque chose qui est pas si loin de toi, ce talent-là. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. C'est très loin. Mais ça donne l'impression d'être appréhendable. Donc, du coup, si on part du principe que c'est le message qui est le plus important, du coup, dans tous les exemples que tu es en train de citer, c'est un peu pour servir ça. C'est moins le trait que le message. Mais c'est un panorama tellement gigantesque. C'est tellement gigantesque ce qu'on fait en dessin. Mais j'allais en venir du coup à la place du dessin dans la politique, notamment la satire, notamment. Alors c'est un vieux truc, ça. Elle est exprimée dans des canards du 19e siècle déjà, dans les journaux du 19e siècle, on avait déjà une féroce tendance à caricaturer dans la façon la plus trumpienne du monde, digoulinante de cynisme et de saloperie. Ouais. Mais par contre, on était chez des dessinateurs qui étaient des dessinateurs classiques, qui avaient fait les beaux-arts, etc. Donc on était dans les petits croisements de traits, ce qu'on appelle les demi-teintes. La caricature était presque une perversion de gens qui dessinaient très très bien déjà, comme Delacroix, tous ces gens-là. Donc tous ces mecs ont servi un discours politique. Et ils l'ont correctement servi. Les dessins étaient d'une cruauté absolue et d'une saloperie absolue, mais malgré tout, à cette époque-là, c'était dessiné par des dessinateurs, je dirais, classiques. Dans la fin du 18e, début 19e, la photographie avait pas encore le poids qu'elle a eu après elle était incontournable. Et les dessinateurs étaient encore formés de façon hyper claire. On avait appelé ça les néoréalismes. C'est toutes les scènes dans les encyclopédies de Romains, dans des bains, ces endroits. Les termes, là. Où le marbre est du marbre. Le guépard qui est à côté de la princesse est bien pollu comme il faut. Il y a son reflet sur le sol. Elle a une étoge légèrement transparente qui découvre à peine une partie de sa poitrine et ses cheveux viennent courir sur son épaule. L'armure du chevalier à côté est étincelante. Elle a le reflet de la moitié du palais sur la gauche et celle le reflet du soleil sur la droite. On avait poussé le dessin à une technique telle qu'il était photographique. Vraiment. Le néoréalisme, c'est d'un désuet pas possible. C'est toujours des princesses médiévales qui spamment devant des chevaliers en armure ou alors des thèmes un peu celtes. Et donc, le dessin est devenu extrêmement pur. Et tout à coup, la photo a remplacé côté maîtrise d'art avec facilité. L'enseignement artistique classique, gréco-romain, croquis de nu, peinture, machin. Ça a commencé à s'étioler un peu pour avoir une expression un peu plus spontanée et plus graffiti, populaire et graffiti. Ça a donné des dessins de presse, ça a donné la bande dessinée après. C'était des dessins faits par des grands classiques, mais qui se simplifiaient et qui acceptaient de simplifier les choses, de caricaturer les choses, de faire des choses humoristiques vues par tout le monde, comprises par tout le monde, même si elles étaient bien dessinées. Après, c'était de pire en pire. Des années 60 aux années 80, la bande dessinée ou l'expression dessinée dans la presse a été la meilleure du monde. On a été vraiment les meilleurs du monde. Donc, il y avait un journal qui s'appelait Pilote, chez Dargaud, qui a drainé, en fait, 1000 écoles de milliers de dessinateurs qui s'en sont inspirés, et il n'y avait pas un seul endroit où on aimait le dessin ou la bande dessinée à New York ou à Philadelphie ou à Bombay sans qu'on connaisse le talent des dessinateurs français pour ça. C'était l'époque où il y avait un dessinateur fabuleux j'en ai parlé tout à l'heure, il était sous le nom de Moebius, mais c'était appelé Gire dans les westerns. C'est le seul mec où tu lis un western comme tu regardes un film. Tu entends vraiment les chevaux crapahuter, tu les entends hennir, tu entends siffler les flèches des Indiens, tu entends les détonations. Tu sens même la sueur des personnages tellement l'expression est parfaite, alors qu'elle est simplifiée. C'est pas un tableau de la puissance d'un Van Gogh tu vois, c'est une expression dessinée figurative. C'est des codes du coup qui sont avec l'assouplissement du besoin de technique, etc. Il y a d'autres codes qui sont apparus, qui sont avec la technologie, l'offset, le fait qu'on puisse reproduire facilement les dessins, qu'on puisse les imprimer facilement, tout ça, toute la technologie a révolutionné l'accès au dessin. Après, la limite, c'était l'imagination, comme ça allait en image de synthèse. L'image de synthèse, ta limite, c'est pas ta machine, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu veux faire.
Parce que tu peux tout Du faire. coup, si on part du principe que la technologie a fait évoluer le métier du dessin, comme a pu faire évoluer plein d'autres métiers et plein d'autres arts, on a aussi tendance à dire que souvent les arts influent et font avancer les mœurs. Oh, Et si on reboucle un peu sur la satire politique avec Charlie Hebdo, etc., est-ce que tu penses que le fait que le dessin prenne cette place-là, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça dénature? Est-ce que tu crois que si on peut véhiculer un message, il faut le faire? Disons que c'était une photographie complètement émergée dans l'époque, ça. C'est une époque où, enfin, ce que racontait Charlie Hebdo aurait fait un mauvais film, aurait fait un bouquin de merde, trop long. Le fait de faire un 16 pages ou un 24 pages avec des dessins très rapides, bien foutus, c'était l'écriture et l'expression idéale pour raconter ça à un terme où les gens avaient pas le temps de lire, ou très peu en tout cas, et très peu, beaucoup d'informations de tout ordre qui leur rentraient dans le crâne. C'était le meilleur moyen de faire passer ce message-là avec ce médium. C'était le meilleur, et effectivement, ça a influencé tout. Les gens de Canal+, les gens de tous ces gens-là ont été complètement influencés par Pilote, par Harakiri, par cet humour qui était permis par la reproduction facile en offset de millions d'exemplaires, de millions de bouquins, de milliers de bouquins qui sortaient. Et ça, du coup, c'est le message qui a été facilité par la technologie, c'est pas forcément la technique. C'est le message, oui, c'est pas la technique. C'est ça, hein. Mais la technique, elle a eu son évolution. Je dirais que maintenant, si tu prends les mêmes pinceaux et la même toile que les gens du XIVe siècle pour faire une toile comme ils la faisaient, tu vas y arriver plus facilement qu'eux. Eux, ils faisaient leur peinture avec du blanc d'œuf, avec des terres, ils faisaient beaucoup plus chic que nous. Donc tu vas y arriver plus facilement. Peut-être même que sur une tablette graphique qui ira encore plus vite. Voilà. Parce que tu pourras faire un gros plan sur un œil qui fera tout ton écran. Et tu pourras mettre plus de détails. Le reflet que tu voudras, etc. Tu mettras plus de détails. Donc, si, la technique, la technologie et la technique, c'est deux choses différentes. La technique, pour moi, ça reste vraiment la maîtrise d'un art où tu vas passer une grande partie de ta vie à apprendre, puis sans jamais vraiment t'arrêter, parce que je me souviens avoir été dans des cours du soir des Beaux-Arts, où il y avait des mecs qui étaient des dessinateurs accomplis, qui étaient pour moi des vieux schnocks, qui avaient 50 ans. Moi, je devais en avoir 20. Qui continuaient à passer autour de leurs potes, voir comment ils s'en tiraient, en disant, putain, merde, tu t'en as vachement bien tiré avec la position de la cheville, la malléole était mal placée. Là, ici, il y a une ombre qui racontait mal comment s'orienter le genou, et putain, tu t'en es bien sorti. Alors que le mec, c'était un super dessinateur, il avait 30 ans qu'il dessinait, et il continuait à être épaté par ce que pouvaient faire ses petits camarades, et il continuait à apprendre à le faire encore mieux. Ça fait partie, comme la musique, de trucs qui occupent ta vie. La première partie de cette soirée est terminée. Comme je te l'ai dit en intro, je te publierai dans quelques jours la seconde partie, un peu plus intimiste, dans laquelle Cory Akin me raconte sa vie, me parle de son parcours. J'espère que tu seras au rendez-vous parce que j'avoue avoir un petit faible pour les soirées confessions et récits de vie, et celle-ci m'a particulièrement touchée. Vivons la nuit est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. J'invite des vrais gens de la vraie vie, la nuit, qui viennent me raconter leur parcours, tous différents les uns des autres, et c'est passionnant. En toute objectivité, bien sûr. Bonne nuit.